Il était une fois dans la jungle, où je me promenais avec mon flingue. J'y ai croisé beaucoup de baltringues, qui faisaient des trucs de dingue. Et le Morning Glory. Et avec nous ce soir, une femme qui a marqué à jamais l'histoire des femmes. Gisèle Pelicot publie ses mémoires. Un an après le procès de Mazan, un livre événement que les femmes, les hommes, les fils, les pères, les mères, les filles, les couples, vous le disiez pendant la pub, tout le monde, les hommes, les fils, les gamins, tout le monde doit lire ce livre. Pendant le procès, les médias ont dit Gisèle Pelicot est très digne. Est-ce que c'était le bon mot, digne ? Alors ça, c'est les avocats, peut-être qu'on dit ça aussi, et les gens qui m'accompagnaient certainement. J'ai voulu garder cette attitude parce que je ne voulais pas que les accusés que j'allais affronter voient une femme victime complètement détruite. Et ça, j'ai voulu leur tenir tête jusqu'au bout, de dire c'est pas moi qui vais baisser les yeux, c'est vous, messieurs, qui allez baisser les yeux. Et on m'a même reproché mon élégance aussi. Oui, c'est ça. Ambre le disait tout à l'heure aussi, on vous a reproché votre élégance. Et alors, plus on me reprochait cette élégance, plus je soignais cette élégance. C'était une manière aussi de redresser ce corps supplicié, parce que et de dire que tout ce que le viol cherche à détruire, ça aussi. Je me disais que jamais, je voulais pas renvoyer l'image d'une victime détruite surtout. De dire que quand on voyait ces images, quand vous arriviez sur les marches du palais de justice, que vous étiez droite, avec vos lunettes, élégante, vous étiez combattante, vous aviez quoi dans la tête quand vous traversiez cette foule et ce hall du palais ? Alors, j'avais mis mes lunettes de soleil aussi pour me protéger aussi. Je voulais pas qu'on voit l'expression parce que je suis pas arrivée si détendue que ça. Oui, vous le racontez dans le livre, c'est votre avocat qui vous dit préparez-vous, ça va parce que donc c'est une manière de me protéger aussi, de pas affronter leur regard. Et il vous dit aussi, l'avocat, arrête de sourire. Oui, parce qu'il fallait que je... On se concentre, Gisèle. Oui, on se concentre. Oui, il fallait absolument que rien ne m'échappe, en fait. Il fallait que je tienne pendant toutes ces séances qui ont été difficiles quand même. Et je tiens quand même à préciser, parce que c'est important de le dire ce soir, c'est que on est venu me chercher. Moi, j'ai pas été portée plainte. On est venu me chercher et on m'a apporté toutes les preuves. Oui. Et ça, c'est quand même assez rare. Et il y avait une victime pour autant. C'est unique, en fait. C'est unique, bien sûr. C'est pour ça que ce procès est un peu décalé par rapport à d'autres procès. Parce que la plupart des victimes n'ont pas de preuves. Et souvent, elles doivent apporter les preuves à la police pour dire j'ai été violée. Voilà. Et elles n'osent pas souvent aller porter plainte. C'est pour ça que j'ai dit il faut que cette honte change de camp. Parce que c'est souvent une double peine pour les victimes et c'est vraiment une souffrance qu'on s'inflige à soi-même. Et œuvrer pour le collectif, c'était ça. Il fallait dire non et on va y aller. Alors, je dis pas que tout le monde peut avoir cette force. Bien sûr que non. On est tous différents, mais j'ai voulu leur dire que j'étais connectée avec elles. De dire ce que j'ai fait, c'est aussi pour vous, pour elles. Ce soir, je porte une écharpe. Elle m'a été livrée, elle m'a été envoyée. Est-ce que c'est les Australiens ? C'est les Australiennes qui me l'ont. Et voilà. Et donc, c'est de me dire un petit clin d'œil à elles ce soir. Oui. Elle est arrivée au tribunal et c'est les femmes aborigènes qui l'ont. Elle est en soi. Elles se sont collectées pour me faire. Elle est vraiment magnifique. Voilà. Elles sont avec moi dans mon cœur aussi. Et puis de dire aussi que toutes ces femmes aussi qui m'ont soutenue, parce qu'au début du procès, personne ne sait que ce procès que je me suis opposée au huis clos. Et au fur et à mesure, je vois que ce procès prend une autre tournure. Et c'est là où je me dis que j'aurais pas imaginé que ma parole aurait trouvé un écho aussi large, y compris au-delà de nos frontières. Ça aussi, ça m'a bouleversée de voir que ces femmes avaient pu s'identifier à mon histoire et parce que ça faisait aussi écho à leur souffrance. C'est intéressant, ça me rappelle un passage du livre. Vous dites qu'à 16 ans,
vous vous demandiez quelle serait votre mission, quel serait le sens de la vie. Oui. Et puis d'un seul coup, ça vous tombe dessus. Oui. J'ai compris ma mission. Oui, quand je suis très jeune, je me pose cette question de dire mais quelle sera ma mission sur cette terre. La réponse m'a été donnée le 2 septembre 2024. Voilà. Juliette était à Avignon et elle vous a croisé plusieurs fois. Oui. Vous l'avez croisée, vous étiez assez peu parlé, je crois. Et qu'est-ce qui t'a répondre aux questions du tout des journalistes. Qu'est-ce qui t'a frappé pendant le procès? Alors déjà, sincèrement, ce procès a vraiment marqué ma vie, je tenais à vous le dire. Mais surtout, il y a une chose qui m'a profondément frappée en suivant les audiences. On avait tout le temps cette impression que ces hommes qui vous ont violé voulaient inverser les rôles. Ils faisaient tout pour inverser les rôles. Vous, la victime, ont tenté de vous faire passer pour la coupable. Et eux, les violeurs, faisaient tout pour se présenter comme des victimes. Et ça m'a particulièrement dérangée, voire parfois vraiment choquée en salle d'audience pendant tout ce procès. On a pu filmer la salle d'audience parce que vous avez refusé le huis clos. Et pour la première fois, on pouvait voir tous ces hommes qui vous ont violé réunis dans cette salle. Dès le début, ils ont tenté de se victimiser. Ça se voyait déjà dans leur attitude. Ils arrivaient au tribunal masqués, capuche sur la tête. Ils rasaient les murs, là on peut le voir, pour éviter les caméras. Et cette tentative de victimisation s'entendait surtout dans leur justification. Quand ils étaient appelés à la barre, ils se justifiaient avec des phrases qu'on peine encore à croire réelles. J'en ai encore quelques-unes qui m'ont marqué encore aujourd'hui. « Oh, mais ça va, son mari m'avait donné son accord. » Elle n'a jamais dit non, donc elle était consentante. Ou encore cette phrase glaçante, d'ailleurs que vous citez dans le livre. « Je ne suis pas un violeur. Si j'avais voulu violer, j'aurais choisi une femme plus belle, une femme plus jeune. » Oui. Des mots qui donnent encore des frissons aujourd'hui. Et je me souviens, j'observais beaucoup le comportement de ces hommes, de ces violeurs dans la salle d'audience. Et je voyais que parfois, pendant les audiences, certains cherchaient même à croiser votre regard, parfois même pour vous provoquer, attendre enfin une réaction de votre part, parce que vous étiez tout le temps droite, digne sur votre siège. Alors moi, j'aimerais vous demander, est-ce que vous aussi, vous avez la même impression que moi, qu'on essaie tout le temps de remettre la faute sur vous, qu'on essayait en fait de vous mettre sur le banc des accusés? Bien sûr. D'ailleurs, quand j'ai pris ma deuxième prise de parole à la barre, je me suis adressée au président de la Cour en lui disant « Monsieur le Président, je pense que je suis la seule coupable et j'ai derrière moi 51 victimes. » Parce que c'était intolérable, insupportable de voir qu'ils essayaient de me provoquer, de me déstabiliser. Et pas que les accusés, les avocats aussi de la défense, qui ont été vraiment... on m'a traité de complice, de consentante. Vous étiez prête à ça ? Absolument pas. À la violence de... Non, ça je m'étais pas préparée à cela, mais j'ai compris que ça allait être compliqué pour moi quand ils ont vu que je m'étais opposée au huis clos. J'ai vu la rage dans leur visage de se dire elle ose faire ça, on va lui faire payer très cher cette décision. Donc c'est là il a fallu que je sois solide et surtout bien accompagnée par mes avocats et puis l'aide d'associations d'aide aux victimes d'Avignon qui ont été là pour me soutenir pendant tout le procès. Et puis même les avocats de la défense refusaient qu'on utilise le mot viol. On parlait de scène de sexe. Voilà, des scènes de sexe, énervée à un moment à la barre aussi. J'ai dit, Monsieur le Président, on ne peut pas entendre parler de scènes de sexe, ce sont des scènes de viol. Mais comme ils étaient, bien sûr, présumés innocents, il fallait parler de scènes de sexe. Mais quand on visionnait les vidéos, on ne pouvait plus continuer à parler de scènes de sexe. C'était impossible. Alors, ils ont tous nié les viols. Pourquoi, d'après vous? Je pense qu'il y a une preuve de lâcheté et de déni. Parce que, bien évidemment, quand on leur posait la question « Avez-vous eu le consentement ?» Bien sûr que non. « Avez-vous violé Madame Pellicot ?» Bien sûr que non. Son mari avait donné son consentement. C'est glaçant, ça fait froid dans le dos. Je pense qu'ils n'ont rien compris. La plupart disaient « Mais non, un viol, c'est avec violence dans un parking. » C'était ça. Celui qui a fait appel l'année dernière, c'est ce qu'il a encore osé dire. Et c'est dit, et c'est lui qui était victime. C'était lui qui était violé, en fait. Oui, il dit « J'ai tout le respect pour elle, pour vous. » J'ai beaucoup de respect pour Madame Pellicot, mais je ne l'ai pas violée. Moi, j'ai été violée. Ça aussi, c'était insupportable pour moi. Est-ce qu'il y en a un qui a essayé d'entrer en contact avec vous après la fin Non, jamais. Procès? Non, jamais. Et puis, il y a une autre question autour du viol. C'est une question un peu difficile qui nous poursuit depuis 2017. C'est de savoir si tous les hommes sont potentiellement des violeurs. Vous répondez non dans le livre, mais... Tout de même, la question est reposée, indéfiniment reposée, y compris par mes amis avec qui je me suis engueulée sur la question hier. Est-ce que par leur silence, par leur inaction, par leur privilège, les hommes sont tout de même collectivement coupables d'être des violeurs potentiels, selon vous? Non, on peut pas dire une chose pareille parce que moi j'ai été confrontée à ces individus qui, c'est vrai, c'est des hommes ordinaires, des messieurs tout le monde, mais on peut pas dire que ce sont des messieurs tout le monde, c'est pas possible d'entendre ça. C'est vrai que quand on les voit, ce sont des bons pères de famille, des frères, des sœurs, il y a même une mère de famille, une femme de mon âge
qui est venu dire, mon petit garçon, 45 ans quand même, ça laisse songeur quand on entend cela, il n'a pas pu violer cette femme, parce que je pense qu'on est forcé, toutes ces femmes étaient aussi dans le déni, mais j'explique aussi que j'aurais pu être l'une de ces femmes si j'étais arrivée à la barre, si on m'avait demandé est-ce que votre mari a pu violer, bien sûr que non, j'aurais pas pu accepter ça. Donc je pense que les réseaux sociaux, ce salon coco.org et puis ce salon à son insu, il y a une certaine catégorie d'hommes qui sont allés s'inscrire sur ce site de rencontre, on peut même pas appeler ça un site de rencontre, mais à l'initiative quand même de Monsieur Pellicot. Donc c'est vrai qu'ils avaient l'air de dire comme le mari est consentant, tout est possible. Et ça, ils avaient aussi ce protocole de ne pas fumer, de ne pas parfumer et de se laver les mains à l'eau chaude. Donc ils savaient très bien pourquoi il venait en toute conscience violer une femme inconsciente, parce que quand on voit les vidéos, on voit cette femme qui est sans vie, qui n'a plus d'âme, qui est une poupée de chiffon totalement désarticulée. Ça aussi, ça a été pénible pour moi de voir qu'ils ne réalisaient pas le crime qu'ils avaient commis. Vous utilisez des mots difficiles envers vous-même. Vous dites poupée de chair et d'os, vous dites épave. Et pas aussi, j'étais surprise de dire ça. Oui, mais c'est tout à fait ça. Quand j'ai dû les visionner, ces vidéos, quand j'ai pris la décision de m'opposer au huis clos, mes avocats m'ont dit il va falloir se préparer, il va falloir les visionner. Alors c'est vrai que ça a été un moment compliqué pour moi d'accepter le visionnage des vidéos, mais comme on allait les diffuser en salle d'audience, il fallait que je les regarde. Et ça aussi, ça m'a aidé parce que j'ai pu mettre de la distance avec cette femme qui n'a plus d'âme, qui n'a plus de corps, qui n'a plus de conscience. C'était pas moi. Et ça m'a aidé. Alors je dis pas que elles sont insoutenables, intolérables. Il y a même des scènes de barbarie. Mais je suis allée après le visionnage. J'ai arrêté avec Stéphane Babonneau parce que c'est lui qui m'accompagnait pendant le visionnage. On a stoppé les vidéos et j'ai dû aller marcher pendant des heures. J'explique dans le livre où je pleure et que je suis confrontée aux éléments. Et au bout de 2 heures, quand je suis revenue, j'ai dit à mon compagnon écoute, ça y est, c'est fait. Je suis prête. Et je ne reviens pas sur ma décision. On va y aller. Je vais affronter tous ces salopards. Et vous posez une question, page 76, une question qui donne le vertige. Et si je m'étais réveillée, est-ce que Dominique m'aurait liquidé ? Ça, c'est une question que je me suis posée. Me dire que oui, si je m'étais réveillée et que j'avais découvert ces individus, ou lui, je ne sais pas, qu'est-ce qui se serait passé ? Des fois, j'y pense. Est-ce que vous avez la réponse ? Bien sûr que non, j'ai pas la réponse. Heureusement, je me suis jamais réveillée. C'est vrai que ça a été des anesthésies générales. Et tant mieux pour moi, parce que je pense que je ne serais certainement pas là aujourd'hui devant vous pour témoigner de tout cela. Deuxième déflagration, la police vous appelle 2 ans après la révélation des viols sur vous. Il y a du neuf. Dominique Pellicot a reconnu un autre viol dans les années 90. Il est soupçonné de meurtre. Est-ce que vous savez où en est l'enquête ? Alors ça, je le découvrirai 2 ans après, en novembre 2022, quand on m'appelle pour me dire que c'est au sujet de M. Pellicot. Alors j'explique bien sûr, c'est toujours au sujet de M. Pellicot. Et là, on me dit non, là c'est un colcaise. On me parle de cette tentative de viol où il a reconnu les faits. Alors là déjà, je suis en état de choc encore une fois. Et puis on me parle aussi de ce meurtre concernant Sophie Narme. Je n'ai pas d'éléments. J'ai été reçue. Enfin, les enquêteurs sont venus à l'île de Ré pour m'interroger. Je me suis jamais rendu compte de rien. Ça aussi, c'est effrayant de se dire qu'on a pu vivre à côté de quelqu'un qui a pu commettre autant d'horreurs. J'ose espérer, parce que les scellés ont disparu concernant Sophie Narme. Il n'y a plus de preuves, il n'y a pas d'ADN non plus. J'ose espérer d'abord qu'on retrouve cet ADN, et j'ose espérer aussi qu'il n'est pas l'auteur de ce crime odieux, parce que je pense que c'est encore la descente aux enfers pour ses enfants et pour moi. Votre fille veut la vérité qui se cache derrière les 2 photos prises par son père pendant son sommeil. Est-ce qu'il y aura un autre procès, Pellicot ? Je n'ai pas la réponse non plus. J'espère qu'elle obtiendra les réponses de son père. Je lui souhaite profondément. Parce qu'elle est vraiment en grande souffrance, Caroline. Et de la voir comme ça, je suis vraiment peinée. J'ai vraiment beaucoup de peine parce que je n'arrive pas à l'accompagner comme je devrais le faire. Parce que moi aussi, me sens impuissante face à tout cela. J'espère qu'elle obtiendra les réponses. Vraiment, je lui souhaite. L'argent est très présent dans le livre, les crédits à la conso, le surendettement, les économies sur l'essence. Vous en avez aussi parlé tout à l'heure de l'essence, de l'argent. Oui. Pourquoi c'était important d'en parler ? Parce que ça fait partie de mon parcours de vie, de dire que j'ai pu surmonter tout cela. C'est aussi l'histoire d'un couple à travers toutes les failles d'un couple, c'est-à-dire les
problèmes de travail, les problèmes de couple, les problèmes financiers. Je pense que tout le monde se reconnaîtra à travers ce livre, parce que ça n'a pas été qu'un long fleuve tranquille. Et j'explique tout mon parcours de vie en disant que oui, en effet, j'ai traversé tout ça. Et c'est une bonne nouvelle pour moi aujourd'hui, je viens de régler ma dernière traite de surendettement le 7 février. Aujourd'hui ? Enfin, le 7 février, donc pas si longtemps que ça. Voilà, donc ça y est, je suis une femme de nouveau libérée de toutes ces obligations financières. Et ça, pour moi, ça a été une belle victoire parce que j'ai réglé ça toute seule. Et j'ai même demandé 1 euro symbolique pour ce divorce. Je n'ai jamais souhaité d'avoir un rapport d'argent avec M. Pellicot. Vous avez signé même les papiers du divorce le premier jour du procès. Oui, mon divorce a été prononcé le 2 septembre, à l'ouverture du procès. C'était l'ironie du sort. Est-ce qu'Emmanuel Macron et Brigitte Macron vous ont appelé ? Est-ce qu'il y a eu des contacts ? Alors là, j'ai pas tout suivi. J'avoue que je suis pas, je fais pas très attention à ça. Paraît-il qu'il y a eu une phrase d'Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Mais vous savez, je cours pas après la notoriété. C'est pas du tout. Après, non. Mais par contre, vous êtes devenu un tel symbole que ça aurait été normal. J'ai reçu une lettre de Camilla d'Angleterre. J'ai reçu une très belle lettre. Et je lui ai... Vous avez reçu une lettre de la reine d'Angleterre ? Oui. Et que j'ai encadrée d'ailleurs. C'est vrai ? Oui, qui est dans mon bureau. Et je lui ai répondu et je lui ai dédicacé mon livre. Je lui ai fait parvenir mon livre. Vous irez voir Dominique Pellicot en prison. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas pu échanger avec lui pendant ces plus de 5 ans et demi de procès. À chaque fois que je m'adressais à lui, je parlais au président de la Cour, parce que la charge émotionnelle aurait été telle que je n'aurais pas pu aller au bout de ce que je pouvais lui dire. Mais j'ai besoin d'aller le rencontrer parce que j'ai besoin des réponses. Je lui ai expliqué pourquoi, comment tu as pu nous trahir à ce point, pourquoi m'avoir fait autant de mal. J'ai pas les réponses aujourd'hui. Et je pense que sur mon chemin de reconstruction, je suis en bonne voie, mais j'ai besoin de ces réponses. Vous irez quand ? Alors, pour le moment, le planning est assez chargé pour moi, mais j'espère d'ici la fin de l'année pouvoir aller le rencontrer. Il a tenté de vous écrire depuis ? Non, je pense qu'il ne rentre pas. Il ne peut pas rentrer en contact avec moi. Enfin, je sais pas. Non, de toute façon, il ne sait pas où je vis. Alors, c'est ça aussi que j'ai pas précisé, c'est que quand je parle des avocats de la défense, son avocate, maître Béatrice Zavaro, a été très élégante vis-à-vis de moi. Jamais elle a cherché à m'humilier, ni vraiment. Elle est venue me saluer, d'ailleurs, le premier jour du procès. Et elle vous dit ne lui faites pas de cadeaux. Alors ça, oui, mais je pense que... Est-ce que j'ai bien vraiment compris cette phrase ? Je pense l'avoir comprise, mais là maintenant je commence à un peu avoir un doute. Mais est-ce que c'est parce que j'ai voulu peut-être comprendre cette phrase et de dire qu'elle serait là pour ne pas peut-être m'humilier comme j'ai pu avoir ces humiliations avec tous les autres avocats. Elle s'est dégagée du lot. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce qu'on peut écouter cette chanson ? Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie. Oui, je la connais par cœur. Solitude. C'est vrai. Vous l'écoutiez souvent ? Je l'écoute souvent et quand je suis en voiture avec Jean-Loup, on l'écoute tous les deux. Parce que lui aussi, il a... On n'a pas parlé de Jean-Loup. Non, et c'est vrai qu'il occupe une place très importante dans ma vie, lui et ses enfants. Il est pas loin. Oui, je sais. Et lui aussi, il a eu des épreuves difficiles aussi dans sa vie. Donc on était 2 âmes cabossées quand on s'est rencontrés. Et on n'aurait pas pensé une seule seconde tomber amoureux, ni l'un ni l'autre, ni même en avoir envie. Mais voilà, le parcours a changé nos trajectoires et ça a changé nos vies aujourd'hui. Mais je peux vous demander comment on arrive Pas compris la question. Est-ce que je peux vous demander comment on arrive à faire encore confiance aux hommes après tout ce que vous avez vécu ? Parce que je fonctionne comme ça et je pense que je ne vais pas me changer. Je suis authentique et j'aime faire confiance parce que c'est pas parce qu'il m'est arrivé cela que ça va se renouveler. Peut-être que je serai plus vigilante le jour où je me réveillerai le matin, que je me souviendrai pas de ce que j'ai fait la veille. Je dirais là, il s'est peut-être passé quelque chose hier soir. J'irai consulter, faire un prélèvement de cheveux et une prise de sang. Maintenant, je suis avertie. Et ça aussi, il faut savoir qu'il va y avoir aussi la gratuité de ces soins pour les prélèvements de cheveux, les prises de sang. Ça, c'est une belle avancée, comme l'association de Caroline, l'association M'endort pas. Elle l'a créée en 2023. C'est l'assaut de votre fille. Oui, et on n'aurait jamais imaginé, parce que moi, à l'époque, la soumission chimique, je ne savais pas ce que c'était. Aujourd'hui, c'est vraiment un outil de violence, cette soumission chimique. Et cette violence, c'est aussi une domination masculine. Et ça, ce qu'elles ont mené avec l'association M'endort pas et ce qu'elles ont mené avec Sandrine Josso, parce qu'elle aussi a été victime de soumission chimique, Elle était sur ce c'est une belle avancée. Il y a eu cette définition aussi sur la loi du
consentement. Alors je dis toujours, on peut voter toutes les lois, mais c'est pas les lois qui feront changer les mentalités. Il faut changer les mentalités. Et je pense que ça passe par l'éducation, le respect et l'attention pour Et tout. votre livre aussi. Et mon livre aussi. J'ai une dernière question aussi à vous poser. Je voulais savoir, parce que je vous ai vu en loge tout à l'heure, là je vous vois sourire et Oui. ça fait plaisir de vous Oui. voir sourire. Qu'est-ce qui vous fait rire? Est-ce que le rire fait partie de votre personnalité? Dans les images que j'ai vues de vous dernièrement, sur la une du New York Times ou la une de Vogue Amérique, Oui. je crois, Oui. ou Vogue Angleterre, vous souriez Oui. et j'ai l'impression que vous souriez beaucoup. Et Oui. je voulais savoir ce qui vous faisait sourire. Ça fait partie de mon ADN, le sourire, parce que je trouve que la vie n'est pas toujours facile. On vit dans un monde très anxieux aujourd'hui. Et je pense que le rire guérit de beaucoup de choses, bien sûr. Tout ce qui ne veut tue pas vous rend plus fort. Et le sourire aussi. c'est important. Vous n'avez jamais arrêté de sourire? Jamais. Ça m'arrive, bien sûr, d'être triste, d'avoir des Bien moments de sûr. blues comme tout le monde. Comme Mais tout ça, le je ne le monde. partage pas. Je partage mes rires, mais je ne partage pas ni mes larmes, ni ma souffrance. Merci Gisèle Pellicot. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venue sur Plateau Quotidien. Le livre, il sort demain, il s'appelle « Et la joie de vivre ». Il est écrit avec Judith Pérignon. Il est publié chez Flammarion. On a la musique ou pas? Vous en parlez aussi de ce morceau. Ah oui, Eric Satie. Eric bien sûr. Satie. J'aime beaucoup Eric Satie et j'aime beaucoup aussi Mozart. Voilà. Ben voilà, je voulais qu'on se quitte sur cette Très beau. chanson-là, sur ce Ça, morceau. voilà, j'écoutais ça la nuit quand je voulais pas m'endormir. J'avais tellement cette obsession de la mort que j'écoutais ça la nuit. Ça Exactement. me berçait. Merci Gisèle Pellicot. Ouais. J'étais ravi de vous avoir ici sur le plateau. On change littéralement de sujet, on traverse l'Atlantique et on prend des nouvelles de Cardi B en pleine tournée avec une Papa. Merci Gisèle.